ma famille l'a abandonné, mais j'ai fait 650 km avec mes derniers 500 € pour aider ma grand-mère. À mon arrivée, elle m'a révélé la vérité, elle a gagné 333 millions € et testé notre loyauté. Je m'appelle Sophie et j'ai 28 ans. Hier, ma mère a bloqué le numéro de téléphone de ma grand-mère. Apparemment, demander de l'aide pour payer ses médicaments fait de vous un fardeau. Ma tante Véronique a même écrit dans notre conversation de groupe familial qu'elle avait déjà assez vécu comme ça. Car pour comprendre ma famille, il faut comprendre une vérité simple, je n'étais pas censé exister. Ma mère, Isabelle, avait 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de moi. Elle venait tout juste de sortir du lycée, sortait avec un gars que ses parents détestaient et n'était absolument pas préparée à la maternité. J'étais, pour le dire délicatement, un désagrément. Alors que d'autres enfants grandissaient avec des histoires sur à quel point leurs parents les désiraient, j'ai grandi en sachant que j'étais une erreur. Pas le genre d'erreur que les parents finissent par accepter avec des histoires d'accidents heureux, mais le genre d'erreur qui fait dérailler les plans, ruine les avenirs et crée un ressentiment qui ne s'efface jamais vraiment. Parce que rien ne dit amour inconditionnel comme se faire rappeler constamment qu'on a gâché le plan de vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Quand j'avais 4 ans, ma mère a rencontré Philippe. Philippe était tout ce que mon père n'était pas, stable, employé, respectable. Il voulait épouser ma mère, mais il avait des conditions. Il était prêt à accepter une femme avec un passé, mais il n'était pas intéressé à élever l'enfant d'un autre. Alors, ma mère a fait un choix. Elle a choisi son avenir plutôt que sa fille. Choquant, je sais. Je me souviens du jour où elle a fait ma petite valise rose. Elle m'a dit que j'allais rester chez Mamie Rose pour un petit moment, juste le temps que les choses s'installent. Ce petit moment s'est transformé en toujours. À mes 5 ans, ma mère avait épousé Philippe, déménagé dans une belle banlieue résidentielle à 40 minutes de là et fondé sa vraie famille. D'abord est venu mon demi-frère Théo, puis ma demi-sœur Manon 2 ans plus tard. Pour être juste, ma mère ne m'a pas complètement abandonné. Elle venait parfois, généralement autour des fêtes ou des anniversaires, apportant des cadeaux coûteux qui ressemblaient plus à des paiements de culpabilité qu'à des preuves d'amour. Elle prenait des photos de nous ensemble, des preuves pour ses amis qu'elle était toujours une bonne mère pour son aîné. Mais ensuite, elle repartait, retournant à sa famille parfaite où je n'avais pas ma place. Ça doit être sympa d'avoir une famille qu'on peut juste visiter quand ça nous arrange. Ma grand-mère, Rose, est devenue tout pour moi. Elle avait 53 ans quand j'ai emménagé définitivement. C'était une veuve qui avait hâte de profiter de son indépendance. Au lieu de cela, elle a hérité d'une enfant de 4 ans traumatisée qui faisait des cauchemars d'abandon. Parler d'une mauvaise pioche. Mais voilà le truc avec Mamie Rose, elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Quand je demandais pourquoi maman ne voulait plus de moi, elle m'asseyait dans sa cuisine, nous faisait à toutes les deux un chocolat chaud et disait, parfois, les gens font des choix qui n'ont pas de sens pour le reste d'entre nous, ma chérie. Mais tu es exactement là où tu es censé être. Elle faisait des doubles services à la brasserie locale pour payer des choses comme mes cours de danse et mes fournitures scolaires. Quand les autres enfants avaient leurs parents au spectacle de l'école, Mamie Rose était là dans son uniforme de serveuse, applaudissant plus fort que n'importe qui d'autre. Elle m'aidait avec mes devoirs même si elle n'avait elle-même que son certificat d'études, et elle me lisait une histoire chaque soir jusqu'à ce que je sois assez grande pour en avoir honte. Le reste de la famille de ma mère me traitait comme un rappel de son mauvais jugement. Ils étaient assez polis, mais il y avait toujours un message sous-jacent, tu n'as pas vraiment ta place ici. Lors des réunions de famille, j'étais l'enfant qui restait à la table des petits bien après l'âge où mes cousins avaient été promus à la table des adultes. J'étais celle qu'ils oubliaient d'inclure dans les photos de groupe, la pensée après coup lors de la planification des vacances en famille. Parce que rien ne construit l'estime de soi comme être constamment traité comme un membre optionnel de la famille. Ma tante Véronique, la sœur de ma mère, était particulièrement douée pour me faire sentir indésirable. Elle avait cette façon de demander des nouvelles de ma mère avec une fausse inquiétude, « Comment va Isabelle ? Ça doit être si dur pour elle, de devoir s'inquiéter pour toi en plus de tout le reste. » L'implication était toujours claire, j'étais un problème à gérer. Une complication dans la vie autrement réussie de ma mère. Mais Mamie Rose, elle me voyait différemment. Pour elle, je n'étais pas une erreur ou un fardeau. J'étais sa petite fille. Point final. Elle célébrait chaque petite réussite comme si c'était une victoire majeure. Quand j'ai eu les félicitations du conseil de classe, elle a mis le bulletin sur le réfrigérateur et l'a laissé là pendant 2 ans.
Quand j'ai été accepté à l'université avec une bourse partielle, elle a pleuré de joie et m'a emmené dîner dans le restaurant le plus cher que nous pouvions nous permettre. Elle n'avait jamais eu beaucoup d'argent, mais elle avait un amour infini et une croyance inébranlable en ma valeur. Quand je doutais de moi, ce qui arrivait souvent vu comment le reste de la famille me traitait, elle me rappelait toutes les choses que j'avais déjà surmontées. Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophie. Tu le prouves depuis que tu as 4 ans. Cette force qu'elle voyait en moi, j'allais en avoir besoin jusqu'au bout. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, la dynamique familiale s'était installée dans un schéma prévisible. Ma mère maintenait juste assez de contact pour éviter de passer pour une mère indigne, mais jamais assez pour construire une véritable relation. Elle envoyait des cartes de Noël avec des messages génériques et liquait occasionnellement mes publications Facebook, mais elle n'appelait jamais juste pour savoir comment j'allais. Parce que pourquoi voudriez-vous réellement parler à votre fille aînée quand vous pouvez simplement cliquer sur un pouce levé sur les mises à jour de sa vie? Théo et Manon, mes demi-frères et sœurs, ont grandi en connaissant mon existence, mais sans vraiment me connaître. Pour eux, j'étais plus comme une cousine éloignée qui apparaissait aux grands événements familiaux, présente, mais pas vraiment membre du cercle intime. Ils étaient polis quand nous interagissions, mais il y avait toujours cette barrière invisible. Ils avaient grandi dans la même maison, partageaient des blagues privées et avaient des souvenirs dont je ne faisais pas partie. J'étais la sœur avec un astérisque, la note de bas de page. Ah oui, Isabelle a une autre fille dans leur histoire familiale. Pendant ce temps, Mamie Rose vieillissait avec grâce mais obstination. Même en entrant dans ses 70 ans, elle refusait de ralentir. Elle a continué à travailler à la brasserie jusqu'à 75 ans, prétendant qu'elle avait besoin de s'occuper. La vérité était qu'elle s'inquiétait toujours pour l'argent, spécifiquement pour en avoir assez pour m'aider si j'en avais besoin. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime vraiment quelqu'un, on s'inquiète pour son avenir même quand on peut à peine s'offrir son propre présent. Quand j'ai décroché mon premier vrai emploi après l'université dans une agence de marketing en ville, Mamie Rose était plus fière qu'aucun parent ne l'a jamais été. Elle gardait chaque article que j'écrivais, chaque campagne sur laquelle je travaillais, même si elle ne comprenait pas vraiment ce que signifiait le marketing numérique. Ma petite fille est dans la publicité, disait-elle à qui voulait l'entendre, comme si je dirigeais une grande agence sur les Champs-Élysées au lieu de gérer les réseaux sociaux de petites entreprises. J'ai déménagé dans un appartement plus proche du travail, à environ 1 heure de la maison de Mamie Rose. C'était la distance la plus éloignée à laquelle j'avais jamais vécu d'elle, et nous sentions toutes les deux l'éloignement. Nous nous parlions au téléphone tous les 2 jours, parfois plus si quelque chose d'intéressant se passait ou si elle s'inquiétait que je ne mange pas assez de légumes, vous savez, des inquiétudes normales de grands-parents, contrairement à mes vrais parents qui ne prenaient même pas la peine de vérifier si je respirais encore. Elle ne comprenait pas tout à fait l'approche de ma génération envers les relations et les carrières. Quand je lui ai dit que je me concentrais sur la construction de ma carrière avant de me poser, elle hochait la tête en signe de soutien, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle voulait que je trouve quelqu'un qui m'aimerait comme elle le faisait, inconditionnellement et complètement. Tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es spécial, disait-elle lors de nos appels du dimanche. Ne te contente pas de moins que ça. L'ironie ne m'échappait pas. La femme qui m'avait montré à quoi ressemblait l'amour inconditionnel était aussi celle qui m'encourageait à ne pas me contenter de moins, alors que la famille qui aurait dû m'aimer inconditionnellement me traitait comme une obligation dont ils ne pouvaient pas tout à fait se débarrasser. Durant cette période, la famille élargie avait créé un groupe de discussion qui incluait tout le monde sauf Mamie Rose et moi. Je ne l'ai découvert que lorsque ma cousine Julie m'a accidentellement ajouté à un fil de discussion sur les projets de Noël. Le message qui est arrivé a clairement montré qu'il coordonnait les événements familiaux sans nous depuis des mois. Parce que rien ne dit unité familiale comme planifier secrètement des rassemblements qui excluent les personnes qui ont le plus besoin d'inclusion. Quand j'en ai parlé à Mamie Rose, elle a juste haussé les épaules. Ils peuvent avoir leur petit club, ma chérie. Nous n'avons pas besoin de leur approbation pour être une famille, mais je voyais bien que ça la blessait plus qu'elle ne le laissait paraître. C'étaient ses enfants et ses petits-enfants, et il l'excluait systématiquement des discussions familiales. Elle les avait élevés, soutenus à travers leurs propres difficultés. Et maintenant qu'elle était plus âgée et potentiellement plus nécessiteuse, il s'éloignait. C'est là que j'ai commencé à prêter plus d'attention à la dynamique familiale. Lors des réunions de vacances, je remarquais à quel point les conversations s'arrêtaient rapidement lorsque Mamie Rose entrait dans une pièce. Je voyais comment il faisait des plans pour des activités de groupe, mais oubliait comme par hasard de les mentionner jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse se joindre à eux.
C'était comme regarder un cours magistral en exclusion passive-agressive. Le pire était de la regarder faire semblant de ne pas remarquer. Elle souriait et acquiesçait quand il parlait de voyages qu'ils avaient faits ou de restaurants qu'ils avaient essayés, ne mentionnant jamais qu'elle n'avait pas été invitée. Elle maintenait sa dignité même alors que ses propres enfants la traitaient comme un boulet. Parce que c'est ce qui arrive quand vous avez passé toute votre vie à faire passer les sentiments des autres avant les vôtres, vous devenez un expert pour ravaler votre propre douleur. Cela me rendait furieuse, mais Mamie Rose prônait toujours la patience. Les gens sont pris dans leur propre vie, disait-elle. Ils ne veulent pas être blessants. Je n'étais pas aussi généreuse dans mon évaluation. C'étaient des adultes qui avaient bénéficié de ces sacrifices pendant des décennies. Et maintenant qu'elle avait besoin qu'ils soient présents, ils trouvaient des excuses pour se retirer. Concept révolutionnaire, peut-être que lorsque quelqu'un passe sa vie entière à prendre soin de vous, vous pourriez lui rendre l'appareil quand il vieillit. Le changement est devenu plus évident lorsque Mamie Rose a atteint le milieu de ses 70 ans. Son arthrite rendait la conduite sur de longues distances plus difficile, alors elle assistait à moins de réunions de famille. Au lieu de proposer de venir la chercher ou de planifier des événements plus près de chez elle, la famille a simplement cessé de s'attendre à sa présence. Lorsqu'elle a mentionné cela à ma tante Véronique, la réponse a été révélatrice: « Maman, tu sais à quel point tout le monde est occupé. C'est juste plus facile comme ça. » Plus facile pour qui? Certainement pas pour la femme qui avait passé des décennies à rendre les choses plus faciles pour tout le monde. J'ai commencé à rendre visite à Mamie Rose plus fréquemment, conduisant jusqu'à chez elle chaque week-end au lieu d'une semaine sur 2. Nous cuisinions ensemble, regardions ses jeux télévisés préférés et travaillions dans son jardin. Elle était plus lente qu'avant, mais son esprit était aussi vif que jamais et son sens de l'humour ne s'était pas émoussé du tout. « Tu sais ce que j'ai réalisé l'autre jour » a-t-elle dit alors que nous plantions des tomates un samedi après-midi. J'ai passé tellement d'années à m'inquiéter d'être un fardeau pour mes enfants que j'ai oublié d'attendre d'eux qu'ils agissent comme une famille. Ce commentaire est resté avec moi longtemps après mon retour chez moi ce soir-là. C'était la première fissure dans son armure optimiste habituelle, la première reconnaissance que peut-être le comportement de ses enfants n'était pas aussi innocent qu'elle l'avait prétendu. J'aurais dû savoir alors que des choses pires allaient arriver. Le groupe de discussion familiale a été créé un mardi d'octobre. Je le sais parce que ma cousine Julie, clairement la coordinatrice technologique de la famille, m'a accidentellement incluse dans le message de configuration initiale avant de me retirer rapidement et d'envoyer un SMS d'excuses privées. Désolé, c'était pour le groupe familial. Le groupe familial, comme si je n'étais pas de la famille, mais bon, au moins ils étaient honnêtes sur la façon dont ils me voyaient pour une fois. J'ai fait une capture d'écran de ce message, non par mesquinerie, mais parce qu'il capturait parfaitement comment ils me voyaient. J'étais là adjacente à la famille, de la famille quand c'était pratique, exclue quand cela simplifiait leur vie. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Mamie Rose n'avait pas été incluse non plus. Parce qu'apparemment, être la femme qui a donné naissance et élevé la moitié de ces gens ne vous qualifie pas automatiquement pour le cercle intime. Pendant des mois, j'ai observé de l'extérieur ma famille élargie devenir de plus en plus coordonnée de manière qui ne nous incluait pas. Des fêtes d'anniversaire dont j'entendais parler après coup. Des projets de Noël qu'ils avaient oubliés de partager avec nous deux. Des échanges de cadeaux dont nous n'étions pas informés jusqu'à ce que quelqu'un poste des photos sur Facebook. L'exclusion était systématique, mais maintenait une négation plausible. Oh, on pensait que quelqu'un d'autre vous l'avait dit. On s'est dit que vous seriez trop occupé pour venir de toute façon. On a planifié ça à la dernière minute. On ne voulait pas vous mettre la pression. Procédure opérationnelle standard pour les gens qui veulent être cruels tout en gardant une apparente supériorité morale. Mamie Rose gérait cela avec sa grâce habituelle, du moins publiquement. Elle ne se plaignait jamais et n'exigeait pas d'explication. Lorsqu'elle découvrait des événements après qu'ils se soient produits, elle souriait simplement et disait quelque chose comme « Eh bien, on dirait que tout le monde a passé un merveilleux moment. » Mais j'ai commencé à remarquer de petits changements dans son comportement. Elle mangeait moins, dormait plus, et cette gaieté caractéristique semblait un peu forcée. Quand je demandais si tout allait bien, elle insistait sur le fait qu'elle allait bien, mais je voyais à travers la façade. C'est incroyable à quel point on peut repérer le faux bonheur quand on l'a soi-même joué pendant la majeure partie de sa vie. La vérité était qu'être systématiquement exclu par ses propres enfants laisse des traces, peu importe votre force. En décembre, les choses ont empiré. Ma mère a posté une série de photos de ce qui ressemblait à un rassemblement familial élaboré. Plusieurs générations,
tout le monde sur son 31, clairement une sorte d'événement important. Théo s'était fiancé et ils avaient organisé une fête de fiançailles surprise pour tout le monde. Sauf Mamie Rose et moi. Parce que rien ne dit surprise comme s'assurer que la liste des invités exclut les personnes qui se soucient réellement de votre bonheur. Quand j'ai appelé Mamie Rose pour lui demander si elle était au courant, il y a eu un long silence avant qu'elle ne réponde. J'ai vu les photos sur Facebook, a-t-elle dit doucement. Ça avait l'air charmant. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé avant? Un autre silence. Ta mère a dit qu'il voulait garder sa petite et intime. Petite et intime. 15 membres de la famille, mais pas la femme qui avait élevé la moitié d'entre eux. Définition intéressante de l'intimité. Cette nuit-là, je suis resté éveillé en pensant à la cruauté désinvolte de tout ça. Ce n'étaient pas des étrangers ou des connaissances lointaines. C'étaient des gens qui avaient mangé la cuisine de Mamie Rose, dormi dans sa maison, emprunté son argent et compté sur ses gardes d'enfants gratuites pendant des décennies. Et maintenant, alors qu'elle approchait de ses 80 ans et avait le plus besoin d'inclusion, il la poussait systématiquement vers la sortie. J'ai décidé d'appeler ma mère directement. Il était temps d'affronter certaines vérités inconfortables. Sophie. Salut, ma chérie, a-t-elle répondu, sa voix artificiellement enjouée. Tu as vu les photos de Théo? La bague de Véronique n'est-elle pas magnifique? Elle s'appelle Rebecca, maman. Théo est fiancé à Rebecca. Le fait que ma mère ne puisse même pas se souvenir correctement du prénom de sa future belle-fille était révélateur. Et oui, les photos avaient l'air charmantes. Je me demande juste pourquoi Mamie Rose et moi n'étions pas invités. Silence à l'autre bout du fil. Eh bien, c'était très dernière minute, et nous savions que vous aviez toutes les deux des emplois du temps chargés. C'était une fête surprise, maman. Par définition, les invités ne sont pas au courant à l'avance. Et Mamie Rose n'a pas exactement un calendrier social surchargé, à moins que regarder des jeux télévisés et s'inquiéter du coût de ses médicaments ne compte comme faire la fête. Encore le silence. Je pouvais pratiquement l'entendre chercher une excuse qui ne la ferait pas passer pour une mère et une fille horrible. C'est compliqué, Sophie. Il y a des dynamiques familiales que tu ne comprends pas. Des dynamiques familiales. Cet effort venant de la femme qui m'avait littéralement donné pour éviter des complications dans sa propre vie. Et c'est toujours, ai-je dit. Je suis plutôt doué pour comprendre les dynamiques familiales, étant donné que je navigue dans les plus compliqués de notre famille depuis 24 ans. Elle a soupiré, clairement irritée que je ne laisse pas tomber. Si tu veux tout savoir, certaines personnes ont pensé que ce serait moins stressant si nous limitions la liste des invités à la famille immédiate. Certaines personnes ont toujours ces nébuleuses personnes qui prennent ces décisions. Comme c'est pratique de ne jamais prendre la responsabilité personnelle de ses choix. Et Mamie Rose n'est pas de la famille immédiate? Tu sais ce que je veux dire, Sophie. Mais je savais ce qu'elle voulait dire, et c'était bien là le problème. Dans leur esprit, Mamie Rose avait été rétrogradée de matriarche à obligation. Elle n'était plus quelqu'un dont la présence améliorait leur rassemblement. Elle était quelqu'un dont les besoins compliquaient leur logistique. Après avoir raccroché, j'ai conduit directement chez Mamie Rose. Je l'ai trouvée dans son salon, regardant un album de photos de famille de l'époque où ma mère et tante Véronique étaient jeunes. Elles avaient l'habitude de m'inclure dans tout, a-t-elle dit sans lever les yeux quand je me suis assise à côté d'elle. C'est moi qui accueillais chaque fête, chaque anniversaire, chaque célébration. Maintenant, je découvre tout ça sur les réseaux sociaux comme une étrangère. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite sur la situation, et entendre la douleur dans sa voix m'a serré la poitrine de colère. Il ne te mérite pas, ai-je dit. Elle a levé les yeux alors, les yeux humides, mais la voix stable. Ce sont toujours mes enfants, Sophie. Je ne sais pas comment arrêter de les aimer, même quand ils agissent comme si j'étais invisible. C'est là que j'ai réalisé à quel point ce rejet était profond. Ce n'était pas juste des fêtes manquées ou des invitations oubliées. Ils l'effaçaient de leur vie alors qu'elle était encore vivante, la traitant comme si elle était déjà partie. Je n'avais aucune idée à quel point cela allait empirer. Le message est arrivé un jeudi matin alors que j'étais en réunion avec un client. Mon téléphone a vibré contre la table de conférence et j'ai baissé les yeux pour voir une notification d'un groupe de discussion que je ne reconnaissais pas. Quand la réunion s'est terminée, j'ai vérifié mon téléphone correctement. J'avais enfin été ajouté au groupe de discussion familiale. Mais en lisant l'historique des messages,
mon excitation s'est rapidement transformée en confusion, puis en horreur, car apparemment mon inclusion n'était pas due à un nouvel amour familial. C'était pour être témoin d'un cours magistral de cruauté ordinaire. Le premier message était de Mamie Rose, envoyé à 6h47 du matin. Bonjour à tous. Je déteste demander, mais j'ai du mal à payer mes médicaments ce mois-ci. La mutuelle ne couvre pas autant qu'avant, et il me manque environ 200 €. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Je pourrais rembourser petit à petit. C'était une demande si simple et humble, 200 € pour des médicaments, de la part d'une femme qui avait passé des décennies à aider tout le monde financièrement chaque fois qu'ils en avaient besoin. Vous savez, à l'époque où elle leur était utile. Le message suivant était de ma tante Véronique. Envoyé 20 minutes plus tard. Maman, as-tu essayé de demander à la pharmacie s'ils font des facilités de paiement? Puis ma mère, il y a des aides pour les seniors, maman. Regarde peut-être de ce côté-là. Ma cousine Julie, pourrais-tu peut-être sauter les médicaments non essentiels pour l'instant? Sauter les médicaments non essentiels. Comme si un médicament prescrit à une femme de 77 ans était non essentiel. N'est-ce pas? Jouons simplement à la roulette russe avec la santé de grand-mère parce que demander de l'aide à la famille est un tel désagrément. J'ai continué à lire, me sentant de plus en plus malade à chaque message. Personne après personne offrant des conseils, des suggestions, tout sauf une aide réelle. Il traitait sa demande comme un inconvénient, un problème à résoudre avec un effort minimal de leur part, comme si elle leur demandait de donner un rein au lieu du prix d'un bon dîner au restaurant. Puis est venu le message qui a fait trembler mes mains de rage. Tante Véronique, honnêtement, à son âge, combien de temps a-t-elle encore vraiment besoin de ces médicaments? Elle a déjà vécu plus longtemps que la plupart des gens. Elle a déjà vécu plus longtemps que la plupart des gens. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que mes yeux brûlent. C'était de ma grand-mère dont il parlait. La femme qui avait élevé leurs enfants quand ils avaient besoin de babysitting, qui leur avait prêté de l'argent pour des voitures et des apports immobiliers, qui n'avait jamais manqué un anniversaire ou une fête malgré son exclusion systématique de la planification familiale. Et leur réponse à sa demande d'aide pour des médicaments était de suggérer que peut-être elle n'avait pas besoin de vivre beaucoup plus longtemps de toute façon. Parce que rien ne représente mieux les valeurs familiales que de remettre en question si votre mère âgée mérite de rester en vie. Le groupe est devenu silencieux après ce message. J'ai attendu, espérant que quelqu'un réagirait, dirait à Véronique que c'était une chose horrible à dire. Mais le silence s'est prolongé. Apparemment, personne ne trouvait son commentaire assez répréhensible pour le contester. Ou peut-être qu'ils étaient tous d'accord et ne voulaient simplement pas le dire à voix haute. Finalement, vers l'heure du déjeuner, il y a eu un autre message de Mamie Rose. Laissez tomber, tout le monde. Je vais trouver une solution. Désolé de vous avoir dérangé. Désolé de les déranger. Elle s'excusait d'avoir besoin d'aide pour rester en vie, d'avoir eu l'audace de penser que ses propres enfants pourraient se soucier de savoir si elle pouvait se payer les médicaments qui faisaient battre son cœur. J'ai fait une capture d'écran de chaque message dans ce fil de discussion avant de répondre. Quand on a affaire à des gens aussi insensibles, la documentation est importante. De plus, j'avais le sentiment que ces messages pourraient être utiles plus tard. Mon message était simple, Mamie Rose, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe des frais de médicaments. Peux-tu m'appeler ce soir? La réponse a été immédiate. Soudain, tout le monde avait un avis. Incroyable à quel point ils retrouvaient leur voix quand quelqu'un d'autre se chargeait de faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Véronique, Sophie, tu n'as pas besoin de faire ça. Maman peut gérer ses propres dépenses. Maman, chérie, on essayait juste de l'aider à trouver des solutions durables. Julie, elle exagère probablement ce dont elle a besoin de toute façon. Le rétropédalage était presque aussi dégoûtant que les messages originaux. Maintenant que quelqu'un offrait réellement de l'aide, il voulait minimiser le problème et faire croire que je réagissais de manière excessive parce que Dieu nous en garde, il ne voulait pas ressembler aux enfants sans cœur qu'ils étaient réellement. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses, chacune plus cinglante que la précédente. Finalement, j'ai opté pour quelque chose qui rendrait ma position claire comme de l'eau de roche sans leur donner de munitions à utiliser contre moi plus tard. Je suis heureuse d'aider ma grand-mère pour tout ce dont elle a besoin. C'est ce que la famille fait les uns pour les autres. L'accent sur famille était intentionnel. Qu'il s'étouffe avec l'implication. Mais je n'avais pas fini. J'ai appelé Mamie Rose immédiatement. Chérie,
tu n'as pas à t'inquiéter pour mes médicaments, a-t-elle dit dès qu'elle a répondu. J'étais probablement en train de dramatiser. Ces vieux os n'ont pas besoin d'autant d'entretien que je le pensais. Grand-mère, arrête. Ma voix était plus sèche que je ne le voulais. Tu ne dramatisais pas. Tu as demandé de l'aide à ta famille pour un besoin vital et ils t'ont traité comme un fardeau. Ce n'est pas acceptable. Ils sont occupés, Sophie. Tout le monde a sa propre. Ils ne sont pas trop occupés pour organiser des fêtes élaborées et les posters sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas trop occupés pour coordonner des messages de groupe et des activités familiales. Ils sont seulement trop occupés quand tu as besoin de quelque chose d'eux. C'est drôle comme leurs emplois du temps sont sélectifs. Elle est restée silencieuse un long moment, puis d'une voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue, je sais. Cet aveu m'a brisé le cœur. Elle protégeait leur réputation, même auprès de moi, prétendant que leur négligence était un oubli innocent au lieu d'une cruauté délibérée. Parce que c'est ce que font les bonnes mères. Elles protègent l'image de leurs enfants même quand ces enfants les détruisent. Je viens te voir ce week-end, ai-je dit. On va aller à la pharmacie ensemble, et on va s'assurer que tu aies tout ce dont tu as besoin. Et grand-mère, tu ne t'excuseras plus jamais d'avoir besoin d'aide. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma voiture devant l'immeuble du bureau, tremblant de fureur. Ces gens avaient passé des décennies à profiter de sa générosité. Et au moment où elle avait besoin de quelque chose en retour, ils essayaient de la faire culpabiliser d'avoir demandé. Eh bien, j'avais des nouvelles pour eux. Certains membres de la famille sont présents quand ça compte. Je n'avais juste aucune idée à quel point ce simple acte de décence allait tout changer. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à chez Mamie Rose avec une voiture pleine de courses et une tête pleine d'une colère que j'essayais de garder sous contrôle. Elle méritait mon soutien, pas ma rage. Même si la rage était entièrement en son nom. Je l'ai trouvée dans sa cuisine en train de faire du thé avec des mains qui tremblaient légèrement rage ou émotion, je ne pouvais pas le dire. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin, a-t-elle dit. Mais son soulagement en me voyant était évident. Si, je devais. J'ai commencé à déballer les courses, y compris plusieurs sacs de la pharmacie. J'ai pris tes médicaments, tous, pour les 3 prochains mois. Ses yeux se sont remplis de larmes. Sophie, c'est trop. Je ne peux pas te laisser. Je me suis assise en face d'elle à la petite table de cuisine où elle m'avait aidé avec mes devoirs pendant des années. Mamie, est-ce que je peux te demander quelque chose honnêtement? Elle a hoché la tête. Ça fait combien de temps qu'aucun d'entre eux ne t'a réellement aidé pour quoi que ce soit? Elle a réfléchi un moment, remuant son thé distraitement. Ta mère m'a apporté un gratin quand j'ai eu ce rhume l'hiver dernier. Un gratin? Quand tu étais malade? Et quelque chose de significatif? Parce qu'apparemment, un gratin est censé compenser une vie entière à prendre soin de tout le monde. Un autre long silence. Je suppose que ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu besoin de m'aider pour grand-chose parce que tu as tout géré toi-même, n'est-ce pas? Même quand ça devenait plus difficile. Elle n'a pas répondu, mais la vérité était écrite sur tout son visage. Elle luttait financièrement depuis des mois, peut-être plus longtemps, essayant de maintenir son indépendance pendant que ses propres enfants se félicitaient de leur vie bien remplie. Est-ce que je peux revoir ce groupe de discussion, ai-je demandé doucement. À contre-cœur, elle m'a montré son téléphone. J'ai relu les messages, ma colère montant avec chaque réponse méprisante. Mais c'était le message que j'avais manqué qui m'a vraiment touché. Celui qui est venu après le commentaire de tante Véronique sur le fait que Mamie Rose avait assez vécu. Mon cousin Damien, le fils de Véronique, avait écrit « Peut-être qu'il est temps de commencer à penser à d'autres options pour grand-mère. » Les EHPAD gèrent toute cette histoire de médicaments. D'autres options. Il ne faisait pas que rejeter ses besoins actuels. Il planifiait déjà de l'expédier dans un établissement pour ne pas avoir à gérer son vieillissement du tout. Parce que rien ne dit famille aimante comme planifier de stocker sa grand-mère âgée parce que ses besoins sont incommodes. Tu as vu le message de Damien sur l'EHPAD, ai-je demandé. Le visage de Mamie Rose s'est tendu. Je l'ai vu. C'est quelque chose que tu veux. Ce que je veux ne semble plus particulièrement pertinent pour personne, a-t-elle dit avec plus d'amertume que je n'en avais jamais entendu de sa part. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur son porche pour regarder le coucher du soleil. Quelque chose que nous avions fait d'innombrables fois quand j'étais plus jeune. Le silence entre nous était confortable, mais je pouvais sentir sa tristesse comme un poids dans l'air.
Je continue à me demander où je me suis trompé avec eux, a-t-elle finalement dit. Je pensais les avoir élevés pour être des gens gentils. Tu les as élevés pour être gentils. Ils choisissent de ne pas l'être. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils aient si peu d'estime pour moi? La question flottait entre nous, sans réponse et déchirante. Parce que la vérité était qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle les avait aimés, soutenus, s'était sacrifiée pour eux, et maintenant ils remboursaient cet amour par de la négligence et du ressentiment. Concept révolutionnaire, peut-être que le problème ne vient pas de la personne qui a tout donné, mais des gens qui ont tout pris pour acquis. Tu n'as rien fait, ai-je dit fermement. Certaines personnes deviennent juste mal à l'aise quand la personne qui prenait soin d'eux commence à avoir besoin de soins elle-même. Ça les force à grandir, et ils ne sont pas prêts pour cette responsabilité. Elle a hoché la tête lentement. Je n'ai jamais voulu être un fardeau. Avoir besoin d'aide ne fait pas de toi un fardeau, grand-mère. Ça fait de toi une humaine. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfant, fixant le plafond et faisant des plans. Pas des plans de vengeance, je ne suis pas si dramatique, mais des plans pratiques. Mamie Rose avait besoin d'un avocat, d'un défenseur. Quelqu'un qui serait là quand elle aurait besoin d'aide. Quelqu'un qui ne la traiterait pas comme un désagrément puisque ses propres enfants avaient abdiqué cette responsabilité. Cela me revenait. Et honnêtement, j'étais honoré de prendre le relais là où ils avaient échoué. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait changer nos deux vies, même si je n'avais aucun moyen de le savoir à l'époque. Je vais commencer à venir ici tous les week-ends, ai-je annoncé au petit déjeuner. Et je vais mettre en place des virements automatiques pour tes médicaments, tes factures et tes courses. Considère ça comme un système de soutien familial. Chérie, tu ne peux pas te permettre de prendre soin de nous deux. Tu as ta propre vie à construire. Ma vie t'inclut, grand-mère. Ça a toujours été le cas. Parce que c'est comme ça qu'une vraie famille fonctionne. On n'abandonne pas les gens quand ils ont le plus besoin de nous. Elle a pleuré alors, doucement mais régulièrement, et je savais que c'était des larmes de soulagement autant que de gratitude. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, et son ton était décidément froid. Sophie, nous devons parler de cette situation avec ta grand-mère. Quelle situation, maman? Cet arrangement financier que tu as fait avec elle. Ça envoie le mauvais message à tout le monde. Quel message serait-ce? Que le reste d'entre vous s'en fiche d'elle? Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Maman, le reste d'entre vous s'en fiche d'elle. Vous avez littéralement suggéré qu'elle n'avait peut-être pas besoin de ces médicaments parce qu'elle avait assez vécu. Ce n'est pas ce que Véronique voulait dire, et tu le sais. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire? Parce que je suis sincèrement curieuse de savoir comment tu interprètes le fait de suggérer que quelqu'un a assez vécu quand il demande de l'aide pour rester en vie. Silence, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon d'interpréter ce commentaire, et nous le savions toutes les deux. Écoute, a continué ma mère, nous apprécions que tu veuilles aider, mais tu nous fais passer pour des méchants. Et voilà, la vérité. Il ne se souciait pas que Mamie Rose soit en difficulté. Il se souciait que mon aide mette en lumière leur négligence. Ce n'était pas à propos de son bien-être. C'était à propos de leur réputation. Tant mieux, ai-je dit simplement. Vous devriez avoir l'air mauvais parce que vous êtes mauvais, du moins quand il s'agit d'elle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 2 jours après cette conversation, quelque chose est arrivé qui allait tout changer, bien qu'aucune de nous ne le sache à l'époque. L'appel est arrivé à 23h47 un mercredi. J'étais déjà au lit, faisant défiler mes emails sur mon téléphone quand il a sonné. Mamie Rose n'appelait jamais aussi tard, alors j'ai répondu immédiatement, le cœur battant. Grand-mère, est-ce que tout va bien? Oh, chérie, je suis tellement désolé d'appeler si tard. Sa voix semblait étrange, pas bouleversée exactement, mais différente, comme si elle essayait de ne pas rire d'une blague privée. Je n'arrivais pas à dormir et je dois te demander quelque chose d'important. Je me suis assise, totalement alerte maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien? Je vais bien physiquement. C'est juste. Quelque chose est arrivé aujourd'hui et j'ai besoin de te voir. Pourrais-tu venir ce week-end? Je sais que c'est court et que tu fais déjà tellement. Je viens toujours ce week-end. Rappelle-toi, c'est notre nouvelle routine parce qu'apparemment je suis le seul membre de la famille qui comprend le concept de cohérence. Oui.
Bien sûr. C'est juste. Il y a quelque chose que je dois te dire en personne. Quelque chose d'important. Il y avait quelque chose dans son ton que je n'avais jamais entendu avant. Pas de la tristesse ou de l'inquiétude, mais quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De l'excitation? Non, ce n'était pas tout à fait ça non plus. Plutôt comme une vindicte. Tu es sûr que tu vas bien? Tu as l'air différente. Je vais mieux que bien, ma chérie. J'ai juste besoin de te parler face à face. Peux-tu venir vendredi soir au lieu de samedi matin? J'ai des choses dont je veux discuter avec toi. Bien sûr. Je quitterai le travail tôt et je prendrai la route après les bouchons. Parfait. Et Sophie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers mois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Sa voix avait cette qualité bizarre, comme si elle essayait de ne pas éclater de rire. Après avoir raccroché, je suis resté éveillé à me demander ce qui pouvait être si important que ça ne pouvait pas attendre notre visite habituelle du week-end. Mamie Rose n'était généralement pas mystérieuse. Si quelque chose n'allait pas, elle le disait. Si quelque chose était excitant, elle le partageait immédiatement. Cette version secrète d'elle était un territoire complètement nouveau. Vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. J'ai quitté le travail à 15 heures, disant à mon patron que j'avais une situation familiale qui nécessitait mon attention. À 17h30, j'étais sur l'autoroute en direction de la maison de Mamie Rose, mon esprit passant en revue les possibilités. Peut-être qu'elle avait décidé qu'elle voulait regarder les maisons de retraite. Peut-être qu'elle avait eu des nouvelles d'un médecin concernant quelque chose d'inquiétant. Peut-être que la famille lui avait dit quelque chose d'autre d'horrible et qu'elle était enfin prête à couper les ponts complètement. Le trajet prenait généralement 90 minutes, mais je l'ai fait en 75, mon anxiété rendant mon pied plus lourd sur l'accélérateur. Quand je suis entré dans son allée, la première chose que j'ai remarqué, c'est que toutes les lumières étaient allumées. Chaque fenêtre brillait chaudement contre l'obscurité du début de soirée. C'était inhabituel. Mamie Rose faisait attention aux factures d'électricité et n'allumait généralement que les pièces qu'elle utilisait. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est à quel point la maison avait l'air bien. Le porche était balayé. Il y avait des fleurs fraîches dans les jardinières et tout semblait plus soigné que d'habitude, comme si elle se préparait pour un visiteur spécial, ou comme quelqu'un qui avait soudainement arrêté de s'inquiéter du coût de l'entretien de la maison. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper, et sa vue m'a coupé le souffle. Elle portait sa plus belle robe bleue, celle qu'elle gardait habituellement pour l'église et les photos de famille. Ses cheveux argentés étaient coiffés. Elle portait du rouge à lèvres. Et il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu depuis des mois. Elle avait l'air heureuse. Pas juste contente ou paisible, mais véritablement, radieusement heureuse, comme quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. « Voilà ma fille », a-t-elle dit en me serrant dans une étreinte qui a duré plus longtemps que d'habitude. « Entre. Entre. J'ai tellement de choses à te dire. » Je l'ai suivie dans le salon, notant qu'elle avait sorti son beau service à thé en porcelaine et ce qui ressemblait à un étalage complet de mes gâteaux et biscuits préférés. Ce n'était définitivement pas une visite typique du vendredi soir. C'était soit une célébration, soit le dîner d'adieu le plus élaboré de l'histoire. « Grand-mère, tu me rends nerveuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est installée dans son fauteuil préféré, souriant toujours de ce sourire mystérieux. « Assieds-toi, chérie. Ce que je vais te dire va sembler incroyable. » Je me suis perché sur le bord du canapé, étudiant son visage. Elle n'avait pas l'air malade ou inquiète. Si quelque chose, elle avait l'air d'essayer de ne pas exploser d'excitation. Comme une enfant le matin de Noël à qui on a dit d'attendre pour ouvrir les cadeaux. « Il y a 3 mois, a-t-elle commencé, j'ai acheté un ticket de loto au bureau de tabac. Juste un ticket sur un coup de tête. Je n'achète jamais de ticket de loto, mais quelque chose m'a dit d'essayer ce jour-là. Mon cœur a coulé. Oh non. Mamie Rose était tombée dans une de ces arnaques. Quelqu'un l'avait convaincue qu'elle avait gagné de l'argent, et maintenant ils allaient tout lui prendre. Parce que c'est exactement ce dont ma semaine avait besoin, un abus financier sur personne âgée pour ajouter au drame familial. Grand-mère, ai-je commencé, mais elle a levé la main. Laisse-moi finir. J'ai vérifié les numéros ce soir-là, mais j'ai dû mal faire parce que je pensais n'avoir rien gagné, alors j'ai oublié. Le ticket est resté dans mon sac à main pendant 3 mois.
Elle a plongé la main dans le tiroir de la table d'appoint et en a sorti une enveloppe officielle, le genre qui contient soit de très bonnes nouvelles, soit de très graves problèmes juridiques. Puis, il y a 2 semaines, je nettoyais mon sac et j'ai trouvé le ticket. J'ai décidé de vérifier les numéros une dernière fois juste pour être sûr. Alors, je suis allé en ligne et j'ai regardé les numéros gagnants de ce tirage. Elle a fait une pause, et dans cette pause, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait reconsidérer ma théorie de l'arnaque. Sophie, a-t-elle dit doucement. J'avais les 6 bons numéros. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je les fixais, traitant ce qu'elle venait de dire, car sûrement elle ne venait pas de me dire ce que je pensais qu'elle m'avait dit. Les 6 numéros. Elle a hoché la tête, puis a ouvert l'enveloppe et en a sorti une lettre officielle de la Française des Jeux. La vraie affaire, complète avec les sceaux officiels et le langage juridique. J'ai gagné le gros lot, chérie. 333 millions d'euros. La pièce a tourné. J'ai cligné des yeux forts, sûr d'avoir des hallucinations parce qu'il n'y a aucun moyen que ma grand-mère, qui découpe des coupons et économise chaque centime, vienne de me dire qu'elle a gagné plus d'argent que certains petits pays n'en ont dans tout leur trésor. 333 millions d'euros, ai-je répété bêtement. C'est net d'impôts en France. J'ai choisi le versement unique. J'ai regardé autour du salon modeste, les meubles soigneusement entretenus mais clairement vieillissants, la femme qui demandait à sa famille de l'aide pour ses médicaments il y a quelques semaines. La femme qui s'excusait d'avoir besoin de 200 euros pour rester en vie. Mais tu leur as demandé de l'argent pour tes ordonnances. Son expression a changé alors, devenant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la colère, mais quelque chose de bien plus dangereux. Oui, a-t-elle dit simplement. Je l'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai compris. La demande de médicaments n'était pas du tout une question d'argent. C'était un test. Un test auquel sa famille avait échoué si spectaculairement que ça aurait été drôle si ce n'était pas si déchirant. Le silence s'est étiré entre nous alors que je fixais la lettre de la FDJ, le sceau officiel semblant impossiblement réel sous la lampe de son salon. 333 millions d'euros. Le chiffre était si grand qu'il semblait fictif, comme quelque chose tiré d'un film. Un test, ai-je dit lentement, toujours en train de traiter l'information. Tu les as testés. Mamie Rose a hoché la tête. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne ressemblait pas à la femme douce et indulgente qui trouvait toujours des excuses au mauvais comportement des autres. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait pris une décision calculée et qui était entièrement en paix avec les résultats, comme un grand maître d'échecs qui vient de révéler un échec et mat. J'avais déjà gagné l'argent quand j'ai envoyé ce message demandant de l'aide pour les médicaments, a-t-elle dit. J'aurais pu acheter la pharmacie entière si je voulais. Mais j'avais besoin de savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu avais besoin de savoir? Qui serait là pour moi quand il n'y aurait rien à y gagner? Les mots m'ont frappé. Pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils capturaient parfaitement ce que je ressentais depuis des mois. La famille avait passé des années à jouer l'amour, se montrant quand ça présentait bien, quand c'était pratique, quand il pouvait y avoir quelque chose pour eux. Mais quand Mamie Rose avait besoin d'une aide réelle, d'un sacrifice réel, d'un désagrément réel de leur part, ils avaient montré leur vrai visage. Et ces visages étaient laids. Et ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Seulement toi, ma chérie. Seulement toi a répondu présente. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas les jolies larmes qu'on voit dans les films, mais les sanglots laids et accablants qui viennent d'années à se sentir comme si on avait sa place nulle part, suivi de la réalisation soudaine qu'on appartenait à quelque part depuis le début. Le soulagement était si intense que ça ressemblait à une noyade inversée. Mamie Rose a quitté son fauteuil pour venir sur le canapé à côté de moi, me serrant dans ses bras comme elle l'avait fait quand j'avais 4 ans et que j'avais le cœur brisé par le départ de ma mère. Sauf que cette fois, c'était elle qui avait orchestré la justice. Je suis si fier de toi, a-t-elle chuchoté dans mes cheveux. Pas parce que tu m'as aidé financièrement, mais parce que tu as un bon cœur. Parce que quand quelqu'un que tu aimes a besoin d'aide, tu ne cherches pas d'excuses ou de moyens de l'éviter. Tu aides, tout simplement. Concept révolutionnaire, non? Nous avons pleuré ensemble pendant un long moment. Ses larmes mêlant soulagement et vindicte avec des années de blessures accumulées. Les miennes mêlant joie et chagrin pour tout le temps que nous avions perdu à nous inquiéter pour l'argent et à nous sentir seuls au monde. Alors,
Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je finalement demandé quand nous nous sommes toutes les deux assez composées pour parler. Son sourire ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu d'elle auparavant. Pas le sourire patient et endurant qu'elle portait habituellement, mais quelque chose qui semblait presque espiègle, comme si elle planifiait ce moment depuis des mois et savourait chaque seconde. Maintenant, nous vivons, a-t-elle dit simplement. Vraiment vivre. Pour la première fois depuis des décennies, je peux faire ce que je veux, aller où je veux, aider qui je veux sans me soucier des budgets ou des opinions des autres ou si je suis un fardeau. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre, regardant le petit jardin où elle avait cultivé des légumes pendant des décennies parce que les produits frais étaient chers. Tu sais quelle est la première chose que je vais faire? J'ai secoué la tête. Je vais t'emmener faire ce voyage en Europe dont tu parlais à l'université. Celui que tu as dit que tu ferais un jour quand tu aurais les moyens. L'idée était si surréaliste que j'ai failli rire. Grand-mère, tu n'as jamais pris l'avion. Eh bien, je suppose qu'il est temps que je commence à essayer de nouvelles choses. D'ailleurs, la première classe est censée être très confortable. Première classe. Venant de la femme qui coupait les tubes de dentifrice pour en sortir la dernière goutte. Avez-vous déjà vécu ce moment où toute votre compréhension de la réalité change si complètement que vous avez besoin de vous asseoir? C'est ce qui m'est arrivé alors que les pleines implications de ce qu'elle me disait s'imprégnaient. Ma grand-mère, qui avait découpé des coupons et économisé chaque centime aussi longtemps que je la connaissais, qui avait travaillé des doubles services pour payer mes fournitures scolaires, qui s'inquiétait du coût de ses médicaments il y a quelques semaines, était maintenant l'une des personnes les plus riches de notre région. Et elle avait utilisé cette richesse pour mener le test de caractère le plus efficace dont j'ai jamais été témoin. Le groupe de discussion familiale, ai-je dit soudainement. Tu as toujours tous ces messages, n'est-ce pas? Ses yeux brillaient de quelque chose qui semblait distinctement prédateur. Chacun d'entre eux. Y compris le commentaire de Véronique sur le fait que j'ai assez vécu et la suggestion de Damien sur l'EHPAD. Et ils n'ont aucune idée que tu as vu leurs vraies opinions sur toi. Aucune. Ils pensent qu'ils avaient une conversation privée sur la gestion du fardeau et d'une mère vieillissante. Ils ne se doutent pas que le fardeau vient de devenir financièrement indépendant. J'ai pensé à l'appel paniqué de ma mère après que j'ai offert d'aider pour les médicaments. À quel point elle était inquiète que ma générosité ne fasse passer le reste d'entre eux pour des méchants. Comme cette inquiétude s'était révélée prophétique. Vas-tu leur dire, ai-je demandé. Éventuellement. Mais pas encore. Elle est retournée à son fauteuil, et je pouvais voir son esprit travailler à travers les possibilités. D'abord, je veux profiter de ce temps avec toi. Je veux voyager et rire et arrêter de m'inquiéter pour l'argent et les sentiments des gens. Je veux être égoïste pour une fois dans ma vie. Le mot égoïste sonnait étranger dans sa bouche. Mamie Rose n'avait jamais été égoïste pour quoi que ce soit. Elle avait donné et donné jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien, et les gens à qui elle avait donné avaient remboursé sa gentillesse par de l'insensibilité. L'ironie était belle dans sa plénitude. Tu mérites d'être égoïste, ai-je dit. Tu l'as gagné. Nous avons parlé jusqu'à près de 2 heures du matin cette nuit-là, faisant des plans qui allaient du pratique au fantastique. Elle voulait rembourser mes prêts étudiants, acheter une nouvelle maison avec un jardin assez grand pour toutes les fleurs qu'elle avait toujours voulu faire pousser, faire un don au refuge pour animaux locaux qui avaient toujours besoin de fonds. Elle voulait voyager, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes qui ne la connaissaient pas comme la femme qui était censée être reconnaissante pour des miettes d'attention de ses propres enfants. Et elle voulait s'assurer que je sois à l'abri du besoin pour toujours d'une manière que personne ne pourrait jamais défaire ou enlever. Tu vas être une jeune femme très riche, Sophie, a-t-elle dit alors que nous nous préparions enfin à nous coucher. Mais plus important encore, tu vas être libre. Libre de ne jamais avoir à dépendre de gens qui ne t'apprécient pas. Alors que j'étais allongé dans ma chambre d'enfant cette nuit-là, j'ai pensé à l'ironie de tout cela. La famille nous avait traités toutes les deux comme des fardeaux, comme des personnes dont les besoins étaient incommodes et dont les sentiments ne comptaient pas. Demain, ils seraient toujours ces mêmes personnes, vivant leur même petite vie, faisant leur même plainte mesquine. Mais nous serions différentes. Nous serions libres. Et ils ne le verraient même pas venir. Parce que parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre. Et nous étions sur le point de vivre très, très bien en effet. Le lendemain matin, je me suis réveillé convaincu d'avoir rêvé toute la conversation. L'idée que ma grand-mère soit une gagnante du loto valant des centaines de millions d'euros était trop surréaliste pour être vraie.
Mais quand je suis entré dans la cuisine et que je l'ai trouvé en train de faire des crêpes en fredonnant réellement, chose que je ne l'avais pas entendu faire depuis des années où j'ai su que c'était vrai. Bonjour, millionnaire, ai-je dit, testant comment les mots sonnaient. Elle a ri, un son si plein de joie et de légèreté qu'il m'a serré la poitrine d'émotion. Bonjour, ma chérie. Comment as-tu dormi? Comme quelqu'un dont la vie entière vient de changer du jour au lendemain. Comment gères-tu tout ça? Tu n'es pas dépassé? Parce que si j'avais soudainement plus d'argent que la plupart des gens ne voient en 10 vies, je ferais probablement une crise de panique dans un coin. Elle a retourné une crêpe avec une aisance pratiquée, puis s'est tournée vers moi. Tu sais ce qui est drôle? Je pensais que je le saurais. Je vis avec ce secret depuis 2 semaines, et je m'attendais à me sentir anxieuse ou effrayée d'avoir autant d'argent, mais au lieu de cela, je me sens juste soulagée. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit de pratique. Je n'ai pas à choisir entre les courses et les médicaments. Je n'ai pas à me sentir coupable de vouloir quelque chose de beau pour moi-même. Je n'ai pas à dépendre de gens qui me ressentent clairement comme une obligation de m'aider. Elle a fait une pause, spatule en main. C'est comme si quelqu'un avait éteint un bruit que je ne réalisais même pas que j'entendais. Elle a posé une assiette de crêpes devant moi, puis s'est assise avec la sienne. Je veux te montrer quelque chose, a-t-elle dit en sortant un carnet que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai fait des listes. Le carnet était rempli de son écriture soignée, page après page de plans et d'idées. Certains étaient pratiques, rembourser les prêts étudiants de Sophie, acheter une voiture fiable, constituer un fonds d'urgence. D'autres étaient des rêves qu'elle nourrissait apparemment depuis des décennies, visiter l'Irlande où mon arrière-grand-mère est née, prendre des cours de cuisine en Italie, apprendre l'aquarelle. Mais c'est la dernière section qui m'a ému. Le titre disait « Le pour Sophie ». Et en dessous, il y avait une liste de tout ce qu'elle voulait rendre possible pour moi, fonds pour les études des futurs enfants, apport pour une maison, capital pour démarrer sa propre entreprise, argent pour voyager, pour des expériences, pour le genre de liberté qu'elle n'avait jamais pu me donner auparavant. Grand-mère, c'est trop, ai-je dit, bien que ma voix soit étranglée par les larmes. Ce n'est pas près d'être assez, a-t-elle répondu fermement. Tu as sacrifié tes week-ends pour conduire ici et m'aider quand tu pensais que j'avais besoin de 200 € pour des médicaments. Tu as été la seule personne dans cette famille à me traiter comme si je comptais. Cet argent va me permettre de te montrer à quel point cela signifie pour moi. Nous avons passé la matinée à appeler des avocats et des conseillers financiers, des gens spécialisés dans la richesse soudaine parce qu'apparemment, c'est une chose qui existe. Il s'avère que lorsque vous gagnez un montant à 9 chiffres à la loterie, il y a des industries entières construites autour de l'idée de vous aider à ne pas tout gâcher. Qui l'eût cru? À l'heure du déjeuner, nous avions des réunions prévues pour la semaine suivante afin d'établir des fiducies, mettre à jour son testament et créer des structures financières qui nous protégeraient toutes les deux pour le reste de nos vies. J'ai une autre idée, a-t-elle dit alors que nous finissions de manger. Que dirais-tu d'une petite virée shopping? Quel genre de virée shopping? Ses yeux pétillaient de malice. Le genre où on ne regarde pas les étiquettes de prix. 3 heures plus tard, nous marchions dans les grands magasins les plus chers de la ville voisine, et je vivais une expérience hors du corps. Mamie Rose, la femme qui avait cousu des patchs sur mes jeans parce que les neufs étaient trop chers, achetait nonchalamment un sac à main qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 mois. Et c'est ça, a-t-elle dit en tenant une robe qui coûtait probablement plus que mon loyer. Grand-mère, je ne peux pas. Tu peux et tu vas le faire. Nous célébrons. Son ton n'admettait aucune réplique. La vendeuse pensait clairement que nous lui faisions perdre son temps jusqu'à ce que Mamie Rose sorte une carte de crédit noire que je ne lui connaissais pas. Puis son attitude a changé si radicalement que cela aurait été drôle si ce n'était pas si prévisible. Soudain, nous étions des clientes estimées qui méritaient une attention personnelle et du champagne gratuit. Les gens sont intéressants, n'est-ce pas, a murmuré Mamie Rose alors que la vendeuse s'affairait autour de nous avec un nouvel enthousiasme. Le soir venu, nous étions épuisés mais exaltés. La voiture était pleine de sacs contenant des vêtements, des bijoux et des cadeaux sans autre raison que parce que nous pouvions nous les permettre. Nous nous sommes arrêtés dans le restaurant le plus chic de la ville et avons commandé tout ce qui nous tentait sans calculer le coût. La liberté était enivrante. Je continue d'attendre que quelqu'un nous dise que tout cela est une erreur, ai-je admis au dessert. Ce n'est pas une erreur, chérie. C'est la justice. Ce mot, justice, résonnait avec quelque chose de profond dans ma poitrine parce que c'est exactement ce que cela ressentait.
pas une vengeance, qui aurait été mesquine, mais une justice. L'univers avait en quelque sorte récompensé la bonne personne. Et cette personne utilisait sa bonne fortune pour prendre soin du seul membre de la famille qui avait pris soin d'elle. Que penses-tu qu'il dirait s'il pouvait nous voir maintenant, ai-je demandé. Mamie Rose a considéré cela, faisant tourner son verre de vin pensivement. Je pense qu'il serait choqué, et ensuite il commencerait à calculer comment il pourrait en bénéficier. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils voient des opportunités, pas des gens. Es-tu prête pour cette conversation? Parce qu'éventuellement, tu devras leur dire. J'y ai pensé, a-t-elle dit, et j'ai décidé que je ne leur devais aucune explication sur quand ou comment je suis devenu financièrement à l'aise. Je ne leur dois rien du tout. La finalité dans sa voix me disait qu'elle avait fait la paix avec ce qui allait suivre. La femme qui avait passé des décennies à trouver des excuses au mauvais comportement de ses enfants avait fini de les protéger des conséquences de leur choix. D'ailleurs, a-t-elle ajouté avec un sourire qui semblait presque diabolique, je pense que je préfère les laisser comprendre par eux-mêmes. Ça devrait être divertissant. Nous sommes rentrés chez nous ce soir-là avec la radio allumée et les fenêtres baissées, nous sentant comme des adolescentes qui venaient de faire quelque chose de scandaleux. Pour la première fois de nos vies, nous avions les ressources pour faire tout ce que nous voulions, et nous allions en profiter pleinement. Le test était terminé. Nous avions réussi haut la main. Maintenant, il était temps de récupérer notre prix. Le lundi matin a ramené la réalité sous la forme de réunions d'avocats et de sessions de planification financière. Mais c'était un type de réalité différent de tout ce que j'avais connu. Une réalité où la question n'était pas « pouvons-nous nous le permettre ?» Mais comment voulons-nous structurer cela? J'ai pris ma semaine de travail, disant à mon patron que j'avais une urgence familiale qui nécessitait mon attention immédiate. Ce n'était pas techniquement un mensonge. Avoir sa grand-mère qui devient gagnante d'un loto à 9 chiffres qualifiait définitivement comme une urgence familiale. De plus, j'avais le sentiment que mes jours à m'inquiéter de mes congés payés étaient comptés. Le cabinet d'avocat était le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les films. De l'acajou partout, des livres reliés en cuir tapissant les murs, et l'odeur subtile d'eau de colonne coûteuse et de vieil argent. Maître Lefebvre, l'avocat spécialisé en planification successorale que Mamie Rose avait choisi, était exactement ce qu'on attend de quelqu'un qui gère de vastes fortunes. Il avait l'air de facturer plus par heure que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Madame Patterson, a-t-il dit alors que nous nous installions dans des fauteuils qui coûtaient probablement plus que ma voiture. J'ai examiné la documentation que vous avez fournie concernant vos gains de loterie. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre extraordinaire bonne fortune. Merci, a répondu Mamie Rose avec le calme de quelqu'un qui avait été riche toute sa vie. J'aimerais discuter de la mise en place de fiducie et de la mise à jour de mon testament. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons travaillé sur les détails de ce qui allait devenir le plan successoral le plus complet que j'aurais pu imaginer. Mamie Rose était méthodique et étonnamment bien informée sur les instruments financiers, posant des questions qui montraient clairement qu'elle avait fait des recherches approfondies depuis qu'elle avait gagné. Il s'avère que quand on a assez d'argent pour acheter de petites îles, on développe assez vite un intérêt pour le fonctionnement de l'argent. La première fiducie était pour moi. 20 millions d'euros qui fourniraient un revenu annuel pour le reste de ma vie, le capital restant intact pour les enfants que je pourrais avoir. 20 millions. J'ai dû lui demander de répéter le chiffre 2 fois avant qu'il ne s'imprègne. C'est plus d'argent que je ne pourrais dépenser si j'essayais de vivre comme une star de cinéma pour les 50 prochaines années. Cette structure garantit que Sophie n'aura jamais à se soucier de l'argent, quoi qu'il arrive avec le reste de la succession, a expliqué Maître Lefebvre, comme si 20 millions n'étaient que l'apéritif. La deuxième fiducie est pour les dons caritatifs, a continué Mamie Rose. Je veux créer une fondation axée sur les soins aux personnes âgées et le soutien aux grands-parents élevant leurs petits-enfants. Elle donnait 50 millions à des causes qui reflétaient sa propre expérience. C'était généreux et personnel et exactement ce que j'aurais attendu d'elle. Mais 50 millions pour la charité laissait encore plus de 100 millions pour d'autres usages. Mais c'était le testament qui a vraiment montré à quel point sa perspective sur la famille avait complètement changé. Je veux être très précise sur qui est et n'est pas inclus comme bénéficiaire, a-t-elle dit à Maître Lefebvre. Ma petite-fille Sophie Patterson doit hériter du reste de ma succession. Mes filles Isabelle Johnson et Véronique Williams doivent recevoir 1 euro chacune, accompagnées d'une lettre expliquant que leur traitement à mon égard au moment où j'en avais besoin les a disqualifiées de tout héritage supplémentaire. Maître Lefebvre a pris des notes sans expression,
clairement habitué aux drames familiaux des familles riches. Bien que je parie que la plupart de ces cas n'impliquaient pas de gagnants de loterie menant des tests de caractère élaborés. Je devrais également spécifier que mes autres petits-enfants, Théo, Manon, Damien et Julie, ne reçoivent rien. Ils ont démontré le même manque de caractère que leurs parents. Madame Patterson, a dit maître Lefebvre prudemment, êtes-vous certaine de ces décisions? Les dynamiques familiales peuvent changer, et la planification successorale faite pendant des périodes émotionnelles mène parfois à des regrets plus tard. Mamie Rose a sorti son téléphone et lui a montré les captures d'écran du groupe de discussion familiale, les mêmes messages que j'avais vus il y a des semaines. Son expression a changé en lisant les réponses méprisantes à sa demande d'aide, en particulier le commentaire de Véronique sur le fait qu'elle avait assez vécu. Je ne prends pas ces décisions émotionnellement, maître Lefebvre. Je les prends sur la base de preuves claires du caractère de ma famille. Ce fil de discussion date du moment où ils croyaient que je luttais financièrement et que j'avais besoin d'aide pour des coûts de médicaments de base. Leurs réponses me disent tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre de personnes qu'ils sont. Il a relu les messages, son masque professionnel glissant légèrement vers quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Parce que même un avocat spécialisé dans la dysfonction des familles riches n'avait probablement jamais vu quelque chose d'aussi insensible. Je vois. Dans ce cas, je rédigerai le testament selon vos spécifications. Cependant, je dois vous avertir que l'exclusion totale de membres proches de la famille conduit souvent à des contestations de testament. Êtes-vous préparé à cette possibilité? Je le suis, et je veux que tout soit documenté minutieusement. Chaque conversation que nous avons eue aujourd'hui, chaque décision que j'ai prise doit être enregistrée et préservée. Je veux qu'il n'y ait absolument aucun doute sur le fait que j'étais saine d'esprit et agissais de mon plein gré lorsque j'ai fait ces choix. À la fin de la semaine, tout était officiel. Fiducies établis, testament mis à jour et attesté, fondation créée et financée. Mamie Rose était passée d'une femme qui s'inquiétait des factures d'électricité à une femme qui contrôlait une fondation caritative avec une dotation à 8 chiffres. « Comment te sens-tu » ai-je demandé en sortant de la dernière réunion. « Comme si je pouvais enfin respirer » a-t-elle dit. « Pour la première fois de ma vie, j'ai un vrai pouvoir. Pas le pouvoir qui vient de la culpabilité ou de l'obligation, mais le pouvoir qui vient des ressources et du choix. Ce soir-là, nous avons célébré en faisant quelque chose qu'aucune de nous n'avait jamais imaginé possible. Nous avons réservé des billets en première classe pour l'Irlande pour le mois suivant. Mamie Rose voulait voir le village où son arrière-grand-mère était née, et maintenant elle pouvait non seulement se permettre le voyage, mais se permettre de le faire avec un style qui rendrait la reine jalouse. « Es-tu prête à ce que la famille le découvre » ai-je demandé alors que nous planifions notre itinéraire. « Je suis prête pour tout ce qui arrivera » a-t-elle dit. « Mais Sophie, je veux que tu te prépares. Quand ils découvriront ce qu'ils ont perdu, ils vont essayer de nous faire culpabiliser pour leur propre choix. Ils vont prétendre qu'ils ont été mal compris, qu'ils se souciaient vraiment de moi mais géraient juste mal les choses. » Elle avait raison, bien sûr. Je pouvais déjà imaginer les coups de téléphone larmoyants, les visites soudaines, les tentatives de réécrire l'histoire et de se peindre en victime d'une sorte de malentendu. Parce que c'est ce que font les gens quand ils réalisent que leur cruauté a des conséquences. Ils essaient de faire en sorte que les victimes se sentent mal de les tenir responsables. « Promets-moi quelque chose » a-t-elle continué. « Promets-moi que peu importe ce qu'ils disent ou la pression qu'ils exercent, tu ne les laisseras pas te faire douter de ce que nous savons toutes les deux être vrai. Nous avons vu leur vrai visage quand ils pensaient qu'il n'y avait rien à gagner à être gentils. Tout le reste n'est que comédie. J'ai promis, bien que je n'ai aucune idée à quel point j'aurai besoin de ce rappel dans les semaines à venir. » Le test était terminé. Les résultats étaient définitifs. Maintenant venait le règlement de compte. Le premier signe que notre secret était sur le point d'être exposé est venu 3 semaines plus tard, alors que Mamie Rose et moi déjeunions dans un café au centre de Dublin. Nous étions au 4e jour de notre aventure irlandaise, rassasiés de hachis parmentier, shepherd espie, et euphoriques d'avoir vu la chaumière où son arrière-grand-mère était née, quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Quelqu'un essaie très fort de te joindre, a observé Mamie Rose, sirotant son thé avec la sérénité de quelqu'un qui ne se souciait plus des urgences des autres. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone. 17 appels manqués de divers membres de la famille, plus un flux de SMS qui m'a fait tomber l'estomac dans les talons. Parce que rien ne gâche un après-midi paisible comme découvrir que votre famille dysfonctionnelle a compris que vous vivez mieux qu'eux. Ils savent, ai-je dit en lui montrant l'écran. Les messages étaient de plus en plus frénétiques.
Maman, Sophie, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler de ta grand-mère. Tante Véronique, pourquoi personne ne nous a dit pour le loto de maman? C'est inacceptable. Cousin Damien, nous venons tous pour discuter de cette situation avec Mamie Rose. Où êtes-vous? Julie, maman est en train de péter les plombs. C'est quoi ce bordel? Comment ont-ils découvert? A demandé Mamie Rose, bien qu'elle n'ait pas l'air particulièrement inquiète, plutôt légèrement curieuse de savoir quel domino était tombé en premier. J'ai fait défiler plus de messages jusqu'à trouver la réponse. Ma cousine Julie avait posté une capture d'écran de ce qui semblait être un réseau social. Quelqu'un avait reconnu Mamie Rose sur une photo que j'avais postée de nous à l'hôtel de luxe à Dublin et l'avait connectée à une femme qu'il savait avoir récemment gagnée au loto. Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, même les gagnants de loterie ne peuvent échapper à l'exposition de leurs affaires par des curieux qui ont trop de temps libre. Apparemment, quelqu'un t'a reconnu sur mon post Instagram et s'est souvenu avoir entendu parler d'une gagnante locale, ai-je dit en lui montrant la preuve. Julie a vu le commentaire et a fait le rapprochement. Nous avons lu les messages de plus en plus paniqués de la famille. C'était fascinant de voir la progression de la confusion à l'indignation, puis au calcul désespéré, le tout se produisant en temps réel sur plusieurs fils de discussion. Eh bien, a dit doucement Mamie Rose. Je suppose que cela règle la question de quand leur dire. Mon téléphone a sonné. Le nom de maman est apparu à l'écran. Je réponds, ai-je demandé. Autant. Mieux vaut contrôler le récit dès le début. Elle s'est adossée à sa chaise avec l'air de quelqu'un qui s'installe pour regarder un spectacle divertissant. J'ai répondu sur haut-parleur. Sophie. La voix de ma mère était plus aiguë que d'habitude, le stress évident dans chaque syllabe. Où es-tu? Nous devons parler de ta grand-mère immédiatement. Salut, maman. Je suis en Irlande avec Mamie Rose. Nous passons un très bon moment. J'ai pris une gorgée délibérée de mon thé. Il fait un temps magnifique. En Irlande? Qu'est-ce que vous faites en Irlande? Et pourquoi personne ne nous a parlé de son gain au loto? Nous avons dû l'apprendre par les réseaux sociaux. Probablement parce que tu as bloqué son numéro de téléphone, ai-je dit calmement. Difficile de partager de bonnes nouvelles quand tu ne prends pas ses appels. Silence. Ce n'est pas la question. La question est que cela affecte toute la famille et nous aurions dû être informés. Ça affecte la famille comment exactement? Parce que je suis sincèrement curieuse de votre logique ici. Eh bien, évidemment, il y a des décisions à prendre sur la façon de gérer autant d'argent. Planification financière, implication fiscale, s'assurer qu'elle ne se fait pas arnaquer. L'inquiétude soudaine pour le bien-être de Mamie Rose était si manifestement intéressée que j'ai failli rire. Il y a 3 semaines, ces mêmes personnes avaient suggéré qu'elle n'avait pas besoin de ces médicaments parce qu'elle avait assez vécu. Maintenant, ils étaient soudainement inquiets qu'elle se fasse arnaquer. L'ironie était magnifique. Maman, elle a déjà géré toute la planification financière et les implications fiscales. Elle travaille avec certains des meilleurs avocats et conseillers de la région et dépense plus en frais juridiques que tu ne gagnes en un an. Mais qui compte? Elle l'a fait? Depuis quand s'y connaît-elle dans ce genre de choses? Depuis qu'elle vaut plus que le PIB de petits pays, ai-je pensé. Incroyable à quel point les gens développent une sophistication financière quand ils ont quelque chose d'important à gérer. Elle s'est éduquée avec une aide professionnelle. Il s'avère qu'elle est tout à fait capable de prendre ses propres décisions. Écoute, a continué ma mère, nous venons tous chez elle ce soir pour discuter de la situation en famille. Tu dois rentrer immédiatement. En fait, non. Nous serons en Irlande pour une autre semaine. Vous devrez en discuter sans nous. La pensée d'eux rassemblés autour de sa maison vide planifiant leur intervention était presque trop parfaite. Sophie, ce n'est pas une demande. C'est une urgence familiale. Drôle, ai-je dit. Mais quand Mamie Rose a eu une véritable urgence et avait besoin d'aide pour payer ses médicaments, tu n'as pas semblé penser que ça justifiait beaucoup d'inquiétude familiale. Mamie Rose a hoché la tête avec approbation de l'autre côté de la table. Plus de silence. Je pouvais pratiquement l'entendre chercher une réponse qui ne la ferait pas passer pour la fille insensible que nous savions toutes qu'elle était. C'était différent, a-t-elle finalement dit. C'était juste un problème temporaire de trésorerie. C'est de l'argent qui change une vie. Tu as absolument raison, maman. C'est de l'argent qui change une vie. La question est, la vie de qui cela va-t-il changer?
Après avoir raccroché, Mamie Rose et moi sommes restés dans un silence complice, regardant les touristes prendre des photos du vieux château en face de notre café. « Es-tu prête pour la suite ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé aux membres de la famille qui se rassemblaient probablement devant sa maison vide en ce moment même, plein d'indignation vertueuse d'avoir été laissés de côté dans des décisions financières dont ils n'avaient jamais eu le droit de faire partie en premier lieu. « Je suis prête, ai-je dit. Mais toi ? Ça va devenir moche. » Elle a souri. Et il y avait quelque chose de presque prédateur là-dedans, comme un joueur d'échecs qui avait attendu 20 coups pour ce moment précis. « Ma chérie, ça a déjà été moche. Ils ont rendu ça moche quand ils m'ont rejeté comme un fardeau et suggéré que je n'avais peut-être pas besoin de vivre beaucoup plus longtemps. Maintenant, ils vont apprendre que la laideur a des conséquences. » Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Véronique, « Nous savons que tu l'influences dans ses décisions. Cela doit cesser. » J'ai montré le message à Mamie Rose. « L'influencer dans ses décisions », a-t-elle répété en secouant la tête. Comme si je n'étais pas capable de faire mes propres choix concernant mon propre argent. Parce que clairement, une femme de 77 ans ne pouvait pas comprendre des concepts complexes comme la gentillesse et les conséquences. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle a réfléchi un instant, puis a sorti son propre téléphone. « Je pense qu'il est temps pour un dernier test », a-t-elle dit en ouvrant ses contacts. « Voyons comment ils réagissent quand ils réaliseront exactement combien ils ont perdu. » Elle a commencé à composer un message de groupe, ses doigts bougeant avec une précision délibérée. « Je comprends que vous soyez tous inquiets à propos de mon gain au loto. Sachez que j'ai pris des décisions prudentes et bien réfléchies concernant ma planification successorale. Sophie et moi sommes en Irlande pour célébrer, et nous serons heureuses de discuter de tout à notre retour. En attendant, vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont votre réponse à ma demande d'aide pour le coût des médicaments a influencé ma réflexion sur la famille et l'héritage. » Elle a appuyé sur envoyer, puis a rangé son téléphone. « Maintenant, nous attendons, » a-t-elle dit. La réponse a été immédiate et explosive. Mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël avec des appels paniqués et des SMS de plus en plus désespérés. Mais nous étions à des milliers de kilomètres, sirotant du thé dans un pays où aucun d'eux ne pouvait nous atteindre. Enfin libres de profiter de nous-mêmes sans leurs drames et leurs exigences. Pour la première fois de nos vies, nous avions toutes les cartes en main, et nous allions prendre notre temps pour décider comment les jouer. Les messages qui ont inondé nos téléphones au cours des 3 jours suivants auraient été hilarants s'ils n'étaient pas si pathétiquement prévisibles. La famille avait traversé ce qui semblait être les 5 étapes du deuil à la vitesse de la lumière, atterrissant carrément sur le marchandage avec un bon accompagnement de désespoir. « Véronique, maman, je pense qu'il y a eu un malentendu sur notre conversation concernant tes médicaments. On essayait juste de t'aider à explorer toutes tes options. Maman, chérie, tu sais à quel point nous t'aimons et te respectons tous. L'argent ne devrait pas changer les relations familiales. Damien, Mamie Rose, je n'ai jamais rien dit sur l'EHPAD. Je demandais juste si tu avais besoin d'aide pour rechercher des services seniors au cas où tu en voudrais un jour. Ça venait d'un sentiment d'amour. Julie, je pense que quelqu'un pourrait déformer nos propos et nous faire passer pour des monstres. Pouvons-nous s'il vous plaît tous nous asseoir et mettre les choses au clair ? Chaque message était un chef-d'œuvre d'histoire révisionniste, tentant de recadrer leur insensibilité comme de l'inquiétude et leur négligence comme un soutien aimant. C'était comme regarder un groupe de personnes essayer de vous convaincre que le haut et le bas et le noir et le blanc, sauf qu'ils étaient trop paniqués pour être convaincants. Ils pensent qu'on est des idiotes, ai-je dit en faisant défiler la dernière fournée alors que nous attendions notre vol pour Londres. Nous avions décidé de prolonger notre voyage, ajoutant quelques jours en Angleterre avant de rentrer affronter le cirque familial. Ils pensent que nous sommes les mêmes personnes qu'il y a un mois, a corrigé Mamie Rose. Des gens qui accepteraient leurs excuses et feraient des concessions pour leur comportement parce que nous avions peur d'être seuls. Elle avait raison. Toute la stratégie de la famille reposait sur l'hypothèse que nous avions encore besoin de leur approbation, que nous étions toujours la grand-mère et la petite-fille qui endureraient leur indifférence plutôt que de risquer un rejet complet. Ils n'avaient aucune idée que tout avait changé. Nous n'avions plus peur d'être seuls parce que nous avions l'une l'autre et les ressources pour construire le genre de vie que nous voulions. Regarde celui-ci, ai-je dit en lisant sur mon téléphone. Théo dit qu'il est dévasté qu'il y ait eu un manque de communication dans la famille et veut reconstruire nos relations sur une base d'honnêteté et d'amour. L'hypocrisie était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Honnêteté et amour, a répété Mamie Rose.
Où était l'honnêteté quand il participait à la planification de groupes qui nous excluaient? Où était l'amour quand il riait aux blagues sur mon âge et ma santé? Les messages avaient évolué de confus à paniqués, puis à colériques et suppliants au cours de 72 heures. C'était fascinant de voir des gens qui s'étaient sentis si à l'aise de nous rejeter réaliser soudainement que leur avenir financier pouvait être lié à notre bonne volonté. La transformation de la cruauté ordinaire à la gentillesse désespérée était presque artistique dans sa complétude. Le dernier message de maman était particulièrement désespéré. Sophie, je sais que je n'ai pas été la mère parfaite, mais je t'ai toujours aimée. S'il te plaît, ne laisse pas l'argent s'immiscer dans notre famille. Nous pouvons arranger ça si nous parlons simplement. Elle veut arranger ça, ai-je dit en montrant le message à Mamie Rose. Je suis sûr qu'elle le veut maintenant qu'il y a quelque chose d'important en jeu. La voix de Mamie Rose était sèche comme de la poussière. Drôle comme l'amour familial refait surface rapidement quand une fortune est impliquée. L'étape londonienne de notre voyage fut pure magie. Nous avons séjourné au Ritz, vu 3 spectacles dans le West End et fait une visite privée du château de Windsor. Chaque matin apportait de nouveaux messages de membres de la famille qui perdaient clairement les pédales en réalisant que nous ne nous précipitions pas à la maison pour apaiser leurs sentiments et réparer leurs relations. Le désespoir était palpable, même par SMS. Mais c'est le message arrivé notre dernier jour à Londres qui a vraiment montré à quel point ils avaient mal compris la situation. Véronique a envoyé un long texte qui a dû lui prendre 1 heure à composer. Maman, j'ai beaucoup réfléchi à notre dynamique familiale, et je réalise que nous n'avons peut-être pas été aussi attentifs que nous aurions dû l'être. Je sais que tu dois te sentir blessé et négligé, et je suis vraiment désolé pour ma part là-dedans. Quand tu rentreras, j'aimerais qu'on s'assoie et qu'on parle de la façon dont nous pouvons tous faire mieux à l'avenir. J'ai déjà commencé à rechercher des services d'aide à domicile qui pourraient t'aider avec les tâches quotidiennes. Et Damien et moi serions heureux de passer à tour de rôle pour vérifier que tu vas bien plus régulièrement. Nous sommes une famille, et la famille prend soin les uns des autres. J'espère que tu pourras nous pardonner de ne pas l'avoir vu clairement avant. J'ai lu le message à haute voix à Mamie Rose pendant que nous faisions nos valises. Service d'aide à domicile? A-t-elle répété quand j'ai fini. Tâche quotidienne. Vérifier que je vais bien plus régulièrement. Ils pensent toujours que je suis un fardeau à gérer. Je réalise que même maintenant, sachant que j'ai des centaines de millions d'euros, ils offrent de gérer mon déclin plutôt que de m'inclure réellement dans leur vie. L'audace était époustouflante. Parce que c'est comme ça qu'ils voient les personnes âgées, chérie. Comme des problèmes à résoudre, pas comme des êtres humains avec leur propre volonté et leurs désirs. Elle a plié ses vêtements de créateur avec soin, chaque article valant probablement plus que le salaire mensuel de Véronique. Ils ne peuvent pas me concevoir comme quelqu'un avec du pouvoir et des choix. Pour eux, je suis toujours la vieille femme qui a besoin de leur charité. Le vol de retour nous a donné 12 heures pour nous préparer à ce qui nous attendait. Nous savions que la famille serait réunie chez Mamie Rose. Probablement en train de planifier une sorte d'intervention ou d'embuscade émotionnelle conçue pour restaurer leur accès à l'héritage qu'ils avaient perdu. « Es-tu nerveuse ?» ai-je demandé alors que notre avion entamait sa descente. Pas nerveuse, curieuse. Je veux voir s'ils ont appris quelque chose de cette expérience ou s'ils vont juste redoubler d'exigence. Elle a regardé par le hublot les lumières de la ville en bas. Je parie sur l'exigence. Basé sur les SMS, je soupçonnais que nous connaissions déjà la réponse à cette question. Nous avons pris un taxi directement de l'aéroport à la maison de Mamie Rose, arrivant à 19 h pour trouver 4 voitures dans l'allée. À travers les fenêtres de devant, nous pouvions voir des silhouettes bouger à l'intérieur. La famille avait pris ses aises en son absence. Parce que rien ne dit le respect des limites comme s'introduire chez quelqu'un pour planifier son intervention financière. Ils nous attendaient, à observer Mamie Rose avec amusement. Comme c'est gentil de leur part de s'intéresser enfin à passer du temps chez moi. Alors que nous approchions de la porte d'entrée, je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Plusieurs conversations se déroulant en même temps. Le son de gens qui avaient attendu trop longtemps et commençaient à perdre patience. Mamie Rose s'est arrêtée, la clé dans la serrure. Quoi qu'il arrive là-dedans, souviens-toi de ce que nous avons appris en Irlande, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas les mêmes personnes que celles qui sont parties d'ici il y a 3 semaines. Nous ne leur devons ni explication ni excuse. Nous leur devons exactement ce qu'ils nous ont donné quand nous avions besoin d'eux. Rien. Elle a tourné la clé et poussé la porte. Bonjour tout le monde, a-t-elle lancé joyeusement.
La conversation s'est arrêtée instantanément. Du salon est venu le bruit de chaises qui raclaient de pas se précipitant vers l'entrée. Ils étaient venus chercher leur héritage. Ils allaient apprendre qu'il ne restait rien à collecter. La vue qui nous a accueillis dans le salon aurait été comique si elle n'était pas si parfaitement représentative de tout ce qui n'allait pas dans notre dynamique familiale. Ils s'étaient disposés comme un tribunal. Maman et Véronique sur le canapé, Damien et Julie dans les fauteuils, Théo et Manon debout derrière eux comme des renforts. La table basse était couverte de papier, d'imprimés sur la planification financière, le droit successoral et ce qui ressemblait à des recherches sur les gains de loterie. Ils s'étaient préparés pour la bataille. Dommage qu'ils aient apporté des pistolets à eau à une guerre nucléaire. Vous voilà, a dit Véronique, se levant avec l'air de quelqu'un qui avait été profondément dérangé. Nous attendons depuis des heures. Nous ne nous attendions pas à un comité d'accueil, a répondu Mamie Rose doucement, s'installant dans son fauteuil préféré avec le calme de quelqu'un entrant dans son propre salon, ce qui, soyons honnêtes, était le cas. À quoi devons-nous ce rassemblement? Maman, nous devons parler de cette situation de l'auto, a dit ma mère, sa voix prenant le ton qu'elle utilisait quand j'avais 10 ans et que j'avais fait quelque chose nécessitant une conversation sérieuse. Il y a des décisions importantes à prendre et nous sommes inquiets que tu n'aies peut-être pas toutes les informations dont tu as besoin. Je suis resté debout près de la porte, en partie parce qu'il n'y avait pas d'autre siège et en partie parce que je voulais observer toute la scène à distance. La dynamique de pouvoir dans la pièce était fascinante. Il s'attendait clairement à contrôler cette conversation. Mais la confiance calme de Mamie Rose les déstabilisait déjà. Quelle décision serait-ce, a-t-elle demandé. Sa voix était plaisante, mais je pouvais entendre l'acier en dessous. Eh bien, la planification financière pour commencer, a dit Damien, se penchant en avant avec sérieux. Autant d'argent nécessite une gestion professionnelle, des stratégies fiscales, une planification successorale. Il a fait un geste vers les papiers sur la table basse comme s'il présentait des preuves au tribunal. Tout cela a déjà été géré, a dit Mamie Rose. Je travaille avec le cabinet Lefebvre et Associés depuis 3 semaines. Tout est correctement structuré et légalement protégé. La tête de Damien était impayable, comme si quelqu'un venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas. La famille a échangé des regards. Ce n'était clairement pas la réponse qu'ils attendaient. Maman, a dit Véronique prudemment. Nous sommes juste inquiets que tu aies pu être influencé dans la prise de ces décisions. Gagner autant d'argent peut être accablant, et parfois les gens profitent des personnes âgées qui deviennent riches soudainement. L'implication était claire, j'étais celle qui profitait d'elle parce que, évidemment, une femme de 77 ans ne pouvait pas prendre de décisions financières intelligentes par elle-même. Suggères-tu que Sophie me manipule, a demandé Mamie Rose, sa voix toujours plaisante, mais avec un tranchant que je reconnaissais comme dangereux. Nous ne suggérons rien, a dit ma mère rapidement. Nous disons juste que les décisions financières majeures devraient probablement être discutées avec toute la famille. Toute la famille, a répété Mamie Rose. Concept intéressant. Quand exactement sommes-nous devenus le genre de famille qui discute des décisions majeures ensemble? Silence. Parce qu'ils connaissaient tous la réponse, jamais. Ils avaient pris des décisions sur les vacances, les rassemblements et les événements sans consulter aucune de nous deux depuis des années. Mais soudainement, quand il y avait de l'argent impliqué, ils étaient tous pour l'unité familiale. C'est différent, maman, a dit Véronique. Cela affecte tout le monde. Comment cela affecte-t-il tout le monde? La question a été posée si innocemment, mais je pouvais voir le piège se refermer. Plus de regards malaisés parce que la réponse honnête était que cela les affectait financièrement, mais admettre cela signifierait reconnaître que leur inquiétude n'était pas réellement à propos de son bien-être. Eh bien, la planification de l'héritage pour une chose, a dit Julie, s'assurer que l'argent reste dans la famille pour les générations futures. Je vois. Et qu'est-ce qui vous fait penser que l'un d'entre vous hériterait de cet argent? La question a plané dans l'air comme une bombe attendant d'exploser. J'ai regardé la réalité de la situation commencer à se faire jour sur leur visage. C'était comme regarder des gens réaliser qu'ils jouaient au mauvais jeu depuis le début. Tu es notre mère, a dit Véronique, comme si cela expliquait tout. Comme si lui avoir donné naissance garantissait l'accès à sa fortune des décennies plus tard. Oui, je le suis. Je suis aussi la femme qui vous a demandé de l'aide pour le coût de ces médicaments il y a 3 semaines. Et votre réponse a été de suggérer que je n'avais peut-être pas besoin des médicaments parce que j'avais assez vécu. Théo a bougé inconfortablement.
Mamie Rose, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu sur cette conversation. Malentendu? Elle a sorti son téléphone et a commencé à lire les SMS sauvegardés. Véronique Williams, honnêtement, à son âge, combien de temps a-t-elle encore vraiment besoin de ces médicaments? Elle a déjà vécu plus longtemps que la plupart des gens. Le visage de Véronique est devenu blanc. Ce n'est pas je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le voulais-tu alors? Parce que cela semble assez clair pour moi. J'essayais juste de dire que peut-être les médicaments n'étaient pas aussi essentiels que tu le pensais. Véronique pataugeait maintenant, essayant de revenir sur des mots qui ne pouvaient pas être repris parce que j'avais assez vécu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais nous savions tous que c'était exactement ce qu'elle voulait dire. Et maintenant, elle était piégée par sa propre cruauté. Mamie Rose a continué à lire le fil de discussion, sa voix stable et factuelle alors qu'elle racontait chaque réponse méprisante, chaque suggestion qu'elle explore d'autres options plutôt que d'attendre de l'aide de ses propres enfants. La documentation était dévastatrice dans sa complétude. L'un d'entre vous se souvient-il avoir envoyé ces messages, a-t-elle demandé quand elle a fini. Des admissions marmonnées et des tentatives d'explication ont rempli la pièce. Il se souvenait très bien. Il ne s'attendait juste pas à être tenu responsable de leurs paroles. Bien, parce que j'y ai beaucoup pensé ces dernières semaines. Vous voyez, quand j'ai envoyé ce message demandant de l'aide, j'avais déjà l'argent pour payer mes médicaments. J'avais déjà assez d'argent pour payer les médicaments de tout le monde pour le reste de leur vie. La pièce est devenue complètement silencieuse. Complètement. On aurait pu entendre une mouche voler. Je vous testais. Tous. Je voulais voir qui serait là pour moi quand il n'y avait rien à y gagner. La compréhension s'est lue sur leur visage, suivie rapidement par la panique. La partie d'échecs qu'ils pensaient jouer était en fait terminée depuis des semaines. Seulement Sophie a réussi ce test. Seulement Sophie a offert des dés sans condition ni jugement. Seulement Sophie m'a traité comme de la famille quand elle pensait que je n'avais rien à offrir en retour. Maman, a dit ma mère désespérément, si nous avions su. Si vous aviez su quoi? Si vous aviez su que j'étais riche, vous auriez été plus gentil? Si vous aviez su qu'il y avait quelque chose à gagner, vous auriez été plus généreux. Sa voix était coupante maintenant, toute prétention de gentillesse disparue. C'était exactement ce qu'elle disait, mais elle ne pouvait pas l'admettre sans paraître aussi horrible qu'elle l'était réellement. Nous pouvons faire mieux, a dit Damien. Nous pouvons apprendre de ça et être une vraie famille à l'avenir. Je suis sûr que vous le pouvez, a convenu Mamie Rose. Mais vous le ferez sans accès à mon argent. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la cheminée où elle gardait des papiers importants. J'ai mis à jour mon testament, a-t-elle annoncé en sortant un document officiel. Sophie hérite de tout. Le reste d'entre vous reçoit 1 euro chacun, accompagné de copies des SMS qui expliquent pourquoi. L'explosion de voix a été immédiate et chevauchante. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est fou. Maman, Sophie t'a empoisonné contre nous. Tu fais une énorme erreur. Mais Mamie Rose est restée calme, les laissant rager jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Elle avait eu des semaines pour se préparer à ce moment, et leur réaction était exactement ce qu'elle attendait. Je suis tout à fait sérieuse, a-t-elle dit quand ils se sont finalement tus. Et ma décision est finale. Le testament a été correctement exécuté et attesté. Maître Lefebvre m'assure qu'il est légalement inattaquable. Maman, s'il te plaît, a essayé Véronique une dernière fois. Nous sommes tes filles. Oui, vous l'êtes. Et quand j'ai eu besoin que vous agissiez comme des filles, vous avez agi comme des étrangères. Maintenant, vous pouvez vivre avec les conséquences de ce choix. Un par un, ils sont partis, certains en colère, certains suppliants, tous comprenant finalement que leurs années de cruauté ordinaire leur avaient tout coûté. La maison est devenue silencieuse, à part le bruit des portières de voitures qui claquaient et des moteurs qui démarraient. Quand la dernière voiture est sortie de l'allée, Mamie Rose et moi nous sommes assises dans son salon calme, entourés des papiers qu'ils avaient laissés éparpillés sur la table basse. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. « Libre » a-t-elle dit simplement. Pour la première fois de ma vie, complètement libre. Et nous l'étions. Libre des gens qui ne nous appréciaient que quand nous pouvions leur être utiles. Libre de l'obligation d'accepter un mauvais traitement parce qu'il venait de la famille. Libre de construire le genre de vie que nous voulions, entouré de gens qui choisissaient de nous aimer sans condition. La loterie nous avait donné de l'argent.
Mais le test nous avait donné quelque chose de plus précieux, la clarté sur qui avait vraiment sa place dans nos vies. Et il s'est avéré que nous nous suffisions l'une à l'autre. Plus qu'assez. Parce que parfois, les meilleures familles ne sont pas celles dans lesquelles on est. Ce sont celles qu'on choisit. Et nous nous étions choisis bien avant qu'il y ait de l'argent impliqué. C'est un amour qui ne s'achète pas, ne se vend pas et ne s'hérite pas. Amarillo también, el mismo problema que con la lana. Em, igual, a ver, Yellow terracota, Orange terracota. ¿Saben qué pasa? Que a veces dicen que es un color, pero se ve como de otro color. Entonces podemos probar diferentes colores de terracota. Naranja, yellow. ah, incluso la terracota normal la podemos probar. La café, yo creo que la café sí va a ser ya muy café, pero la podemos probar. Vidrio, cristal no. Velas no. Red Sun no. Mm, el bloque es muy amarillo y aparte va a quedar raro. El Shumlight también. Mm, el coral tiene mucha textura, pero lo podemos probar. También es amarillo. El Venus también tiene mucha textura, pero la podemos probar. También es tal. El Honeycomb, no, el Honeycomb es ya demasiado. Eh, pues yo creo que ya serían como todos. No, no vi ningún otro que podría ser. Vamos a ver, este sí es muy café. La terracota esta también es muy café. La naranja sí es muy naranja. La amarilla... La amarilla es esta, que a ver, podría ser. La naranja esta que yo la veo más roja. Un rojo naranjoso, pero no. Este sí se ve muy rosa. Y el business se ve demasiado. Y el horn tiene mucha textura y aparte es muy amarillo. No, ninguno. No sé, hola Jesucristo. Hola Deadpool, ¿qué tal? Qué gusto verte por aquí también a ti. De nuevo, ¿cómo andas? ¿Qué tal todo? Pensé que era un mexicano. ¿Quién, yo o Luffy? Luffy mexicano, no, no siento que parezca mexicano Luffy. Bueno, igual y sí, por la cicatriz. Todo madreado, como un buen mexicano. Eh, le... Pero sí. Es como una paja natural, pero la paja tiene las cintas rojas, entonces no se veía tan bien. Sí, es que es más como esto, pero es que estas sí tienen como aquí todas las cintas rojas. Entonces como que no queda bien. Luffy por el gorro, sí. Está chido. Muchas gracias, soy Jazz. Sí, me esfuerzo haciéndolas. Cada vez me salen un poquito mejor, pero gracias. No está mal, sí. Nada más que ahora estamos viendo de qué material hace el sombrero, porque no lo sé. Solo que está muy pechudo. ¿Tú crees? Igual. Yo no lo veo tan pechudo, yo lo veo bien. Pero sí, puede ser que un poquito. Bueno, es que Luffy es muy flaco, entonces sí, igual ya está muy pechudo tomando en cuenta que Luffy es muy flaco, ¿no? O sea, Luffy es muy flaco. Pero sí, pero se nota que porque va al gym. Eso sí, te falta, te falta brazo. Sí siento que están muy flaquitos sus brazos, pero es que Luffy es muy flaco. Luffy tiene unos bracitos muy flacos en general. Luffy es muy flaco, de hecho, este Luffy está más gordito de lo que suele ser Luffy. Luffy es muy flaco. Y sí se le ven los músculos, pero es lo que les digo, es más como esos músculos que se te marcan por flaco que por realmente hacer ejercicio. Y digo, Luffy sí hace ejercicio, Luffy sí está fuerte, pero su cuerpo de goma no permite que se les que se le desarrollen en sí los músculos. Entonces, pues realmente está como así súper flaquito. Y los músculos que se le marcan son eso, son más por flaco que por otra cosa. Sí, bro, Luffy es flaco. Ese Luffy le dieron más de comer. Sí, este Luffy le dieron más de comer. Pero bueno, Luffy con su cuerpo de goma puede tener el cuerpo que quiera. O sea, literal, cuando come mucho pasa de ser súper flaco a subir 300 kilos. Entonces no pasa nada. Pero sí, ahorita estamos viendo de qué color, qué le vamos a hacer. Porque, pues, o sea, obviamente el sombrero es de paja, pero pues hacerle de que el sombrero completamente paja se ve raro, porque pues la paja tiene estas líneas rojas, entonces no sé, no queda tan bien. Entonces no sé si hacerlo con concreto, que es este, con terracota, con lana. El bambú no, el bambú al final
Sí siento que es un poco más el tono que estamos buscando, pero tiene demasiada textura. Mm, ¿Saben qué? La lana también la voy a descartar completamente porque la lana es demasiado amarilla. También el concreto es muy amarillo, pero la lana es excesivamente amarilla. Vale que su sombrero sí es amarillo, pero no tan amarilla. Pues de cuánto me perdí. No mucho, es que lo que pasa es que lo empecé a hacer fuera de stream. Lo grabé, o sea, lo tengo grabado, pero lo empecé a hacer fuera de stream. Lo voy a subir luego a TikTok, pero pues de momento... Entonces, en realidad solamente los brazos y un poco la cara. Los brazos